pour ce premier cours en sciences des aliments. Alors, c'est un cours qui va être un petit peu plus court que les autres, mais justement, on va en profiter pour faire connaissance, pour se présenter. Beaucoup d'entre vous étaient à la réunion de présentation. Je vais juste redire quelques mots sur moi vite fait au cas où. Moi, je m'appelle Béatrice Carrez, je suis diététicienne, je suis basée en Savoie, à Chambéry, et donc j'ai une double activité d'enseignante auprès de vous via Prépa Diète, mais aussi à l'IPAC d'Annecy, qui est une école physique, où donc j'accompagne des élèves qui vont aussi passer leur BTS en même temps que vous, on va le dire. Et puis ma deuxième partie d'activité, c'est je travaille en libéral et donc je fais principalement des consultations et je suis plutôt spécialisée dans tout ce qui est troubles du comportement alimentaire et troubles digestifs. Voilà. Donc après, voilà, s'il y a des choses qui vous intéressent, que vous avez des questions, bah, je suis bien sûr à votre disposition. Peut-être pas pendant les cours, mais en dehors, il n'y a aucun souci, évidemment, hein. Voilà. Vous avez dans mes mails mes coordonnées, vous avez mon mail, mon numéro de téléphone, donc ils sont là pour servir s'il y a besoin. N'hésitez pas. Je vais peut-être juste refaire un point sur mon fonctionnement en ce qui concerne les cours. Je pense que tout le monde a le planning. Si jamais vous ne l'avez pas, il est accessible sur mon site internet. Je peux aussi l'envoyer par mail, hein, sur demande. N'hésitez pas. Et puis, je pense qu'il doit être aussi sur Prépadiet. Je suis pas sûre. J'irai vérifier. Vous avez vu qu'on n'a pas forcément des cours tous les lundis. Il y a des lundis où on n'a pas de cours. Ça ne veut pas dire que vous allez faire autre chose que les sciences des aliments le jour où on n'aura pas cours, parce qu'il y aura des exercices, il y aura les cours à préparer, etc. Donc, il faut vraiment que vous vous réserviez votre lundi après-midi pour cette matière, sciences des aliments. Comment je procède? J'essaye de mettre le support de cours une semaine avant le cours effectif de façon à ce que vous ayez le temps d'en prendre connaissance. Souvent, je vous donne aussi une ou deux petites vidéos à regarder pour vous mettre un peu dans l'ambiance du cours et pour faire comme une sorte de petite introduction. Alors, j'utilise pas mal les vidéos de C'est pas sorcier parce que j'aime bien et surtout, il n'y a pas de bêtises dedans. C'est quand même essentiel. J'utilise aussi pas mal les reportages qui ont lieu Alors avant, c'était le mardi. Je ne sais pas si cette année, c'est encore le mardi, mais voilà, un soir dans la semaine sur France 5 où il y a très souvent des reportages sur un aliment bien particulier. Alors des fois, c'est pas très intéressant et puis des fois, ça l'est beaucoup plus. Donc voilà, j'essaye de vous les proposer quand ils sont pas mal. Et puis ma troisième émission phare, c'est une émission qui, hélas, n'existe plus, qui s'appelle On n'est plus des pigeons, qui passait sur France 4 et qui était une émission de décryptage un petit peu des différents aliments. Et notamment, ils font pas mal de petites vidéos sur le contrôle technique des aliments. Donc, ils vont regarder un petit peu ce qu'il y a dedans et puis ils comparent, etc. C'est assez bien fait, c'est assez rigolo, c'est fait un peu sur le ton de l'humour et je trouve vraiment pas mal. Donc voilà, je vous en proposerai quelques-unes pour venir un petit peu introduire le sujet et puis éventuellement aussi lancer des discussions sur certains aspects. Moi, après, une fois qu'on arrive comme on est aujourd'hui, je fais une présentation du cours, je dis les choses qui sont importantes, enfin, je vous les présente, et puis après, on a un grand temps, si besoin, de questions-réponses, les questions que vous avez pu relever quand vous avez lu le cours ou au fur et à mesure de ma présentation. Et puis ensuite, on essaye de mettre en application, on fait des exercices. Donc, soit on fait des exercices ensemble, soit je vous propose de faire un exercice à la maison et qu'on reprend ensemble la semaine suivante quand on a plusieurs cours sur le même sujet, par exemple, hein. Donc, les exercices que je vous propose, c'est des exercices qu'on trouve régulièrement à l'examen pour vous habituer déjà aux énoncés et puis pour vous habituer aussi à y répondre et à comprendre ce qu'on vous demande dans ces exercices. Voilà un petit peu comment ça va se passer. On est d'accord que s'il y a des questions, surtout, vous n'hésitez pas. Alors, pour que ce soit pas la foire et que ça parte dans tous les sens, en général, moi, je fais une bonne partie de présentation et puis après, on ouvre les questions sur la partie que j'ai présentée pour que justement, ça soit un petit peu cohérent et que ça ne parte pas dans tous les sens. Ça vous convient si on fait comme ça? Ouais, ça va?
Et puis bien sûr, dans les cours, sur la plateforme, il y a un forum aussi où vous pouvez poser des questions. Et puis, vous pouvez aussi poser des questions par mail, évidemment. Alors, je dis tout de suite que je ne réponds pas dans l'heure, en général, mais j'essaye de vous donner une réponse dans les 24 heures. Dans les exercices sur Prépa Diète, donc vous avez des exercices à écrire et puis je vous propose aussi pour chaque cours un quiz. Donc là, c'est vraiment axé que sur les connaissances, que sur les connaissances que vous avez apprises et acquises. Et donc, c'est un quiz que vous pouvez faire 20 fois si vous voulez. Le but étant que, ben, au fur et à mesure, si la première fois vous avez fait des erreurs, et ben, qu'au fur et à mesure, vous ne les fassiez plus et que vous vous améliorerez au fur et à mesure du temps. Et donc, c'est des quiz que vous pouvez refaire peut-être dans un an ou dans un an et demi, comme vous voulez. Et c'est disponible, voilà, tant que vous n'avez pas votre BTS. Et c'est la même chose pour les cours, hein, bien évidemment. Vous êtes inscrit au cours, voilà, tant que vous n'avez pas votre BTS. Il y a des gens qui le passent en plusieurs années, hein, donc pas de souci avec ça. Bon, eh bien aujourd'hui, on va commencer. On va faire un cours aujourd'hui, comme je vous disais, un cours transversal sur les procédés de conservation des aliments, qui est un cours vraiment très très important parce que on en reparlera tout le temps, tout le temps. Pour introduire ce cours, je le ferai pas à chaque fois, mais en tout cas, comme c'est le premier cours que l'on fait ensemble, je pensais utile et important de faire un petit point sur euh, les compétences qu'on vous demande d'acquérir dans cette matière. On vous demande, alors, cette matière, elle est vraiment particulière parce que c'est une matière où il y a beaucoup de choses à apprendre, c'est-à-dire des connaissances à acquérir. La chose qui va vous sembler la plus évidente et qui va vous parler, c'est qu'il va falloir que vous connaissiez, que vous appreniez les valeurs nutritionnelles des principaux aliments. Vous devez connaître la valeur nutritionnelle des légumes, vous devez connaître la valeur nutritionnelle des viandes, du lait, du beurre, etc. Les aliments de base, ces valeurs nutritionnelles, il n'y a pas 36 000 façons, il faut que vous les appreniez. On n'a pas 36 000 autres possibilités. Donc ça, c'est le premier niveau, apprendre un certain nombre de choses. Et puis le deuxième niveau, il est de pouvoir faire des analyses, souvent des analyses comparatives, que ce soit sur le plan nutritionnel, que ce soit sur le plan sanitaire, que ce soit sur le plan de la composition des ingrédients pour des aliments composés, etc., etc. Et que pour avoir cette capacité analytique, eh bien, il faudra vous servir des connaissances que vous avez acquises. Donc, c'est un double niveau, en fait, je dirais, de compétences. Premier niveau, acquérir les connaissances. Deuxième niveau, mettre ces connaissances au service d'une analyse critique et surtout étayée. Ce qu'on ne veut pas, c'est avoir des analyses qui ne reposent sur rien. On veut avoir des analyses qui soient cohérentes et pas farfelues. Et puis le troisième niveau, qui est, j'allais dire, que vous allez développer, je dirais, dans un troisième temps, c'est avoir un esprit critique sur tout ce qu'on peut lire, ce qu'on peut dire, ce qu'on peut écrire, ce qu'on peut voir sur les aliments, en ayant justement, avec vos connaissances et vos capacités d'analyse, la possibilité d'avoir un recul suffisant sur tout ce qu'on entend et ce qu'on lit autour de l'alimentation et des aliments en particulier. Et ça, bon, on en parlera dans un deuxième temps, on ne va pas en reparler tout de suite, il faut que vous accueilliez un petit peu de contenu, on va dire, mais cet esprit critique, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour le diététicien. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est inondé d'informations sur l'alimentation et que malheureusement, une grande partie de cette information, elle n'est pas juste. Alors, elle n'est pas toujours fausse, absolument fausse, mais elle n'est pas souvent juste parce que parfois, il y a de tels raccourcis qui sont empruntés que voilà, ça ne veut plus rien dire. Concetina. Oui, moi j'ai une question par rapport à l'acquisition des connaissances. Est-ce Mm. que ce qu'on va voir avec vous, toi, je sais pas comment on dit, Toi. avec toi, tout ce qu'on va voir avec toi va être suffisant ou est-ce que c'est des connaissances qu'il va falloir aller acquérir dans des ouvrages dont tu nous donneras les références? Non. Ce qu'on va voir avec toi sera suffisant? Tout à fait. Alors, ça sera suffisant.
par rapport à l'examen, par rapport à la pratique d'une activité de diététicien de base, on va dire. Après, bien évidemment, en fonction de tes centres d'intérêt, de peut-être les spécialisations que tu vas faire, peut-être que tu auras besoin d'aller chercher d'autres choses, mais en tout cas, pour le BTS, les cours sont largement suffisants. Et d'ailleurs, vous allez voir, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses déjà. Donc moi, je vous engage à pas aller voir trop à côté, dans un premier temps en tout cas, parce que sinon, ça va vous noyer sous une... Vous allez voir, il y a déjà tellement d'informations. Faut pas vous noyer non plus avec des choses qui ne sont pas nécessaires pour l'examen. Ça, vous le ferez après si c'est des choses qui vous intéressent, par exemple. Et puis après, bah, si vous êtes intéressé sur un sujet, ça n'empêche qu'on peut en parler pendant les cours qui correspondent, hein, bien évidemment. Mais en tout cas, le contenu des cours que je vous livre est tout à fait suffisant pour passer le BTS dans de bonnes conditions. Voilà, donc vous aurez à chaque début de cours, et vous l'avez vu dans celui-ci, une fiche de compétences qui vous oriente quand même sur les choses à bien savoir. D'accord? Vous n'avez pas à savoir tout le cours par cœur. C'est des choses bien particulières dans le cours que j'essaye de lister dans la fiche de compétences pour vous orienter et vous aider à faire vos apprentissages. Ceci étant dit, eh bien, on va commencer avec, pardon, les procédés de conservation. Je vous ai fait une petite introduction que je ne vais pas reprendre. Et donc, on va commencer tout de suite avec les facteurs d'altération des aliments, parce que si on parle des procédés de conservation, des modes de conservation, on le dit aussi comme ça, c'est bien parce que nos aliments se dégradent au fur et à mesure du temps. Et en fonction des facteurs de dégradation, eh bien, on va pouvoir utiliser des modes de conservation différentes qui vont faire intervenir différents aspects. Vous avez ici la liste des facteurs de dégradation. Si je prends les micro-organismes, alors là, je vous renvoie au cours de microbiologie pour plus de détails, hein. Moi, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vous dis juste que les micro-organismes ont souvent besoin d'oxygène, ont souvent besoin d'eau, ont souvent besoin d'avoir un pH qui soit plutôt neutre, voire basique, ont besoin d'avoir des plages de température plutôt positives dans lesquels ils vont pouvoir se développer. Ça veut donc dire que si on impacte l'un de ces facteurs, eh bien peut-être que les micro-organismes ne vont pas pouvoir se développer et on supprimera donc un facteur de dégradation. On le supprimera ou on le ralentira, on va voir, en fonction des procédés de conservation. Dans les facteurs de dégradation, on a des enzymes qui sont présentes dans les aliments eux-mêmes et qui, elles, sont pas toujours, qu'on ne peut pas toujours supprimer. Alors, on verra que certains modes de conservation parviennent à détruire ces enzymes, donc du coup, c'est un facteur de dégradation en moins. Et puis, on a aussi des réactions chimiques sur les aliments. Quand on expose un aliment à la lumière ou à l'oxygène de l'air, prenons l'oxygène, on va avoir des réactions d'oxydation et ça peut dégrader un aliment. Je pense par exemple à certains corps gras qui vont rancir sous l'action de l'oxygène de l'air et donc qui vont, j'allais dire, se dégrader sur le plan organoleptique et devenir inconsommables. Donc, tous les modes de conservation, en fait, sont là pour venir interagir sur l'un ou plusieurs de ces facteurs pour ralentir ou supprimer, enfin supprimer, c'est rare qu'on puisse tout supprimer, mais pour en tout cas allonger la vie des aliments de façon à pouvoir les conserver plus longtemps dans le temps. Donc, on va passer un petit peu en revue les différents facteurs, les différents modes de conservation. Mais avant, je vous fais un petit focus sur ce qu'on appelle les dates de péremption. Je pense que vous connaissez ce que sont les dates de péremption. Ce sont des informations qu'on trouve surtout sur les produits pré-emballés, hein, donc des aliments qui vont être dans des emballages. Et donc, on a deux types de dates de péremption. Et ça, il faut vraiment que vous les connaissiez très, très, très bien, que vous en connaissiez la définition parfaitement. Et la signification du sigle, donc DDM, durée de durabilité minimale, qui concerne surtout les produits peu sensibles sur le plan microbiologique, globalement, on va dire les produits d'épicerie,
et qui donc donne une date de consommation préférentielle. Cette DDM, cette date de durabilité minimale, elle ne veut pas dire que l'aliment n'est plus consommable après cette DDM. Elle veut juste dire qu'après cette DDM, l'aliment sera peut-être un petit peu moins bon sur le plan organoleptique parce qu'il aura un petit peu évolué, mais qu'en tout cas, il ne sera pas dangereux en termes de santé. Ça veut donc dire que quand on a des aliments qui ont une date de durabilité minimale dépassée, on n'est absolument pas obligé de les jeter. On peut les consommer. Simplement, ils seront peut-être un petit peu moins sympathiques en goût, mais pas dangereux pour la santé. Une DDM, elle va s'exprimer avec, vous voyez ici, alors je n'ai pas mon petit stylet, voilà, il est là, mon petit poinçeur. Elle va s'exprimer avec à consommer de préférence avant l'heure. Quand on a deux préférences, ça veut dire que c'est une DDM et ça veut dire que si la date est dépassée, on peut quand même consommer l'aliment. Ce n'est pas du tout le cas pour la DLC, qui est une date limite de consommation et qui, elle, va comment est-ce qu'on dit? Concerner, va concerner les produits biologiquement instables et surtout dans lesquels on a des micro-organismes qui continuent de se développer et qui vont rendre l'aliment impropre à la consommation au bout d'un certain temps. Et donc cette date limite de consommation, elle est là pour dire stop, au-delà de cette date, il ne faut pas consommer ce produit parce qu'il y a trop de micro-organismes dedans et que donc c'est risqué en termes de santé. Est-ce que c'est clair pour vous ces deux types de dates de péremption qu'on trouve sur les produits préemballés? Concettina. Je disais que j'ai une question concernant la DLC. Il me Oui, semble, hein, à vérifier, mais je crois que c'est ça, ce qui concerne les produits laitiers, les yaourts en particulier, ils ont une DLC, je oui, crois, et pas une mm, DDM. Et oui. pourtant, on n'arrête pas d'entendre, alors je ne sais pas si ça fait partie des fausses informations, que malgré tout, 15 jours après, on peut toujours les consommer, que ça c'est commercial, etc. Donc je voulais savoir, enfin, démêler le vrai du faux dans tout ça. Alors, le vrai du faux, c'est que la loi, elle dit que quand c'est une DLC, il ne faut pas consommer les produits une fois la DLC dépassée. Et c'est une loi impérative, notamment en restauration collective. Ça, c'est pour les Après, professionnels, pour après, la restauration chez collective. toi, tu fais ce que tu veux, Voilà, non, mais mais c'est ta responsabilité. c'est ça, mais est-ce que pour autant, quand moi je parle en tant que consommateur, parce que les professionnels de la restauration, évidemment qu'il y a une réglementation, et les professionnels de l'industrie agroalimentaire, évidemment que c'est nécessaire qu'il y ait une réglementation. Mais après, moi, ce dont je parle, c'est quand nous, en tant que consommateurs, on achète, je sais pas moi, des yaourts et que, je sais pas, on est quoi, le 15 septembre et qu'il y a une DLC au 15, est-ce que sur le plan de la santé, si on le mange le 20, on a un risque pour notre santé, ou est-ce que c'est pour que les industriels fassent pas n'importe quoi et qu'ils nous donnent des choses périmées et Alors, que ce soit les n'importe yaourts, quoi? c'est vraiment un aliment très particulier parce qu'en fait, il se trouve que pour fabriquer des yaourts, on ajoute des micro-organismes dans le lait et des micro-organismes qui sont vivants. Et donc ça, c'est déjà quelque chose d'un petit peu particulier parce que on vient mettre des micro-organismes vivants dans un produit dans lesquels ils vont pouvoir se développer allègrement. Sauf que c'est ce qu'on recherche hein, quand on fabrique le yaourt. Euh, En gros, dans le yaourt, en réalité, il n'y a pas un gros risque en termes sanitaires parce que quand ces bactéries se développent, elles vont utiliser le lactose et donc le glucose qui est présent dans le lait pour le transformer en acide lactique, ce qui va donner une acidification du lait. C'est ce qui permet d'ailleurs que les caséines précipitent, hein, c'est parce que le lait devient acide et donc ça coagule, mais que du coup, le fait que ce soit acide, ça empêche un petit peu les autres micro-organismes de se développer.
Donc du coup, voilà, c'est un milieu, j'allais dire, qui est pas trop dangereux. Néanmoins, euh, comme il y a une DLC, et ça, alors ça, c'est en train de se discuter, hein, le fait d'avoir une DLC sur le lait, sur les yaourts. Mais pour l'instant, comme on a une DLC, euh, ceux qui vendent les yaourts, ils sont obligés de respecter, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas vendre un yaourt avec une DLC dépassée. Et en restauration collective, on ne peut pas mettre sur le shelf, par exemple en restauration scolaire, un yaourt avec une DLC dépassée. Après, on a tous, je pense, mangé des yaourts avec une DLC dépassée et ça nous est rien arrivé. C'est-à-dire qu'on n'a pas été malade. Voilà. Mais je ne peux pas dire autre chose que ça, Conchetina. Oui, non, ce que je voulais dire, c'est faire la différence en fait je comprends bien, mais c'est faire la différence entre des produits où ça va pas être grave de dépasser la DLC ou d'autres où c'est plus problématique. Je Alors, pense notamment on va être aux viandes Voilà, coupées, on va être hybrides, assez etc. clair. Il n'y a pas beaucoup de produits pour lesquels on peut se permettre de consommer une fois la DLC dépassée. Il y a peut-être que les yaourts, hein. Tous les autres produits sont quand même des produits microbiologiquement très sensibles. Tu citais la viande, ben voilà, c'est un cas vraiment très spécifique. Et donc là, faut vraiment pas s'amuser, quoi. Après, on a aussi, j'allais dire, on est quand même en train, notamment pour des questions environnementales et surtout de gaspillage alimentaire, on est en train de revenir un petit peu sur certaines choses en disant, bah, même pour de la viande, il faut quand même, avant de la jeter, alors attention, hein, faut que la DLC, elle soit dépassée d'un jour, hein, elle ne soit pas dépassée de 15, hein, on est d'accord. Mais si on est sur une DLC limite ou plus un jour, souvent maintenant, ce qu'on dit, bah, c'est faut bien regarder le morceau, faut le sentir, etc. Faut regarder la couleur. Si ça sent pas mauvais, si c'est pas vert, eh bien, le morceau n'est peut-être pas mauvais. Mais voilà, faut quand même avoir des connaissances sur le produit et pas dire ça à n'importe qui non plus parce que on a quand même un vrai risque sanitaire sur ce type de pratique. Oui, en parlant de la DLC, justement, notamment pour les produits comme la viande ou ce genre de choses où il faut vraiment respecter une date de consommation, comment elle est calculée par les industriels, justement? Est-ce que c'est... Alors, c'est pas les industries. Alors, les industriels peuvent la calculer, mais en règle générale, c'est quand même les services de l'État, les services vétérinaires de l'État qui font des tests, entre guillemets, hein, voilà, ils prennent un tas alors ça, c'est des tests qui ont été faits il y a longtemps, hein, qui prennent un morceau de viande, qui voient le temps de conservation, qui mesurent la quantité de micro-organismes chaque jour dans le produit et qui, au bout d'une certaine quantité de micro-organismes présents dans le produit, décide que c'est un produit qui est sanitairement problématique, en fait, voire dangereux. Et que donc, ils disent, bah, OK, pour ce type de produit-là, on a vu que la date limite de consommation, c'est plus 2 jours, plus 3 jours, plus 8 jours, plus voilà. Et c'est des choses qui se déterminent comme ça par expérimentation, en fait. D'accord. Et c'est la même, peu importe le pays. Est-ce que, par exemple, ce calcul est le même en France et en, je dirais n'importe quoi, mais en Espagne, par exemple, ou alors... Alors en Europe, oui, Ok. parce qu'en fait, nous, la réglementation qu'on a sur l'alimentation, c'est quasiment que de la réglementation européenne. Donc en Europe, oui. Aux États-Unis, je ne saurais pas te dire, mais je ne pense pas que ce soit très, très différent. Mais peut-être on peut avoir peut-être des petites variations, hein, c'est possible, hein. Concernant une notion que j'avais déjà entendue, c'était la DLUO. Donc je sais que c'est la Oui, limite d'utilisation optimale, mais c'est la même chose que la DDM en fait. oui, c'est l'ancienne façon de dire. D'accord, merci. Voilà, on dit DDM depuis une bonne dizaine, voire quinzaine d'années. Vous voyez, D'accord. tu vois, c'est déjà ancien. Et avant, on disait la DLUO, date limite d'utilisation optimale. Simplement, c'était une notion qui était un petit... Les gens ne comprenaient pas très bien ce que ça voulait dire, en fait. Date limite d'utilisation optimale. Et comme il y avait le terme limite, ben pour les gens, le produit n'était pas consommable avant, alors qu'en fait, ce n'était pas du tout le cas. Et ça a été changé en DDM. Cela dit, moi j'ai encore vu des pots de miel il n'y a pas si longtemps que ça. Quand je dis il n'y a pas si longtemps, il y a un an, où il y avait encore des LUO dessus. Donc il y a des gens qui ne se sont pas mis à la page et donc il est possible que vous trouviez cette mention DLUO sur certains aliments alors que c'est pas ce qu'on doit mettre normalement. Maintenant, on doit mettre DDM, date de durabilité minimale.
Voilà, donc vous, dans vos apprentissages, il faut vraiment que vous sachiez ce que ça veut dire DDM, ce que ça veut dire DLC, comment ça s'exprime. Donc, je vous ai dit DDM à consommer de préférence avant l'heure, alors que DLC, c'est à consommer jusqu'au ou à consommer avant l'heure. Vous voyez, il n'y a pas de préférence. C'est un incitatif. Et donc, il faut que vous sachiez repérer sur les emballages, hein, est-ce qu'on a une DDM, est-ce qu'on a une DLC, et du coup, comment elle va s'exprimer. On fera des petits exercices là-dessus. Alors, passons un petit peu aux différents modes de conservation. Donc, dans votre cours, je vous ai mis les principaux modes de conservation avec toutes les définitions. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais par contre, on va regarder un petit peu plus en détail les différents tableaux que vous avez. Donc, dans les tableaux que je vous ai mis, vous avez bien sûr le principe. Donc le principe, c'est tout ce que vous retrouvez en détail sur la première partie du cours. Et puis après, vous voyez, vous avez d'autres colonnes avec l'impact nutritionnel, l'impact sanitaire et l'impact organoleptique du mode de conservation. Et en fait, c'est surtout ça qu'il faut que vous appreniez. Parce que, en fait, ce qu'on va vous demander très souvent, c'est, voilà, je vous propose un produit et vous allez me dire, ben, c'est quoi son intérêt, c'est quoi ses inconvénients, quel est le mode de conservation qu'il a utilisé et du coup, est-ce que ce mode de conservation a dégradé un petit peu l'aliment par rapport à l'aliment frais et en quoi éventuellement il l'a dégradé et impacté, hein. Donc, savoir pour chaque mode de conservation quels sont les impacts sanitaires. Donc, impact sanitaire, ça veut dire impact lié à l'aspect sain de l'aliment. Donc, ça va parler bien sûr de tous les micro-organismes, mais ça peut aussi parler, alors pas là dans les modes de conservation, encore que parfois on verra, on peut avoir des petites choses, mais ça va aussi parler de tous les aspects liés aux parasites, qui ne sont pas des micro-organismes, et ça va aussi évoquer toutes les questions toxicologiques, c'est-à-dire présence de molécules toxiques dans l'aliment. En l'occurrence, là, en lien avec les modes de conservation, l'aspect toxicologique est très très peu évoqué parce que ça n'existe quasiment pas. On parlera surtout des impacts sanitaires liés aux micro-organismes et aux parasites. Donc, impact sanitaire. Ensuite, on a l'impact nutritionnel. Donc, l'impact nutritionnel, c'est en lien avec les nutriments présents dans l'aliment. Et donc, certains aliments vont être sensibles à la chaleur, vont être sensibles à l'eau, vont être sensibles au froid. Et que donc, quand on va appliquer certains modes de conservation, eh bien, on aura une altération de certains nutriments. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut savoir. Et puis, enfin, l'impact organoleptique, donc l'impact organoleptique, c'est en lien avec bien sûr la qualité organoleptique de l'aliment, donc ça participe de changements de texture, de changements de couleur, de modification du goût, des odeurs, d'un aspect visuel modifié, etc. Et donc, on vous demande de dire, ben voilà, quand on applique tel mode de conservation, ça change des choses sur le plan organoleptique pour certains aliments, peut-être pas pour tous, mais pour certains. D'accord? Donc, à chaque fois, vous avez vu dans le tableau, eh bien, on met pour tel mode de conservation, voilà l'impact nutritionnel, l'impact sanitaire, l'impact organoleptique. Et puis, la dernière colonne, c'est la colonne utilisation, c'est-à-dire précaution d'utilisation avec ce mode de conservation. Et puis, le stockage, le mode de stockage. Par exemple, pour la réfrigération, c'est évident que le mode de stockage, c'est au froid, voilà, avec des spécificités liées à ça. Alors, Concettina et Victoria, et puis après, je passe en revue les différents modes de conservation, et puis on fera une session de questions-réponses à la fin. Concettina. Oui, moi j'avais une question concernant le tableau et j'ai vu que dans les différents tableaux, il y avait marqué première gamme, deuxième gamme, troisième Oui. gamme. Ça Oui. correspond à quoi le terme Alors, gamme? les gammes, c'est des choses qui sont beaucoup utilisées pour les légumes et les fruits, que vous retrouverez beaucoup peut-être en restauration collective et qui sont une autre façon de dire le mode de conservation. Donc, par exemple, quand on dit il faut acheter des fruits première gamme, ben, ça veut dire qu'on va acheter des fruits qui sont réfrigérés. Quand on dit je vais acheter des pêches troisième gamme,
eh ben, ça veut dire que ce sont des pêches surgelées. Voilà, donc c'est en fait une autre façon de parler du mode de conservation, la notion de gamme. OK? J'avais une question par rapport aux œufs. Parce que dans un des documents que tu as mis Oui. à disposition sur la plateforme, il y a écrit qu'il fallait les garder au frais. Donc c'est pour ça, là, on parlait de réfrigération. Sauf que moi, je les garde pas au frais, je les garde à l'extérieur. Et quand on les achète en supermarché, ils ne sont pas au frigidaire. Euh, Alors, Qu'est-ce qu'il faut faire alors avec là, les œufs? on va commencer à être dans la précision. D'accord. Le frais, c'est pas le froid. Ok. Le froid, c'est réfrigération entre 0, alors j'ai dit 1 là, parce qu'il ne faut pas dire 0, mais entre 0 et 15 degrés. Le frais, c'est entre 15 et 20 degrés. C'est la température d'une cave. Et tu as tout à fait raison, on ne met pas, on ne devrait pas mettre les œufs au froid. On ne devrait pas mettre les œufs au réfrigérateur. On devrait les mettre au frais, c'est-à-dire à une température entre 15 et 20 degrés. Parce que j'avais vraiment Alors, l'impression que sur le document, c'était... En tout cas, moi, j'ai compris qu'il fallait les garder vraiment plus frais en regardant le document, hein. Je sais plus lequel c'était, c'est le frigo bien rangé ou je sais plus. Je sais pas. oui, parce que, alors je complète ma réponse. Ça, c'est la règle. Et effectivement, par exemple, dans les grandes surfaces, les œufs, ils ne sont pas réfrigérés. Mm. D'accord? Donc, normalement, nous, on devrait les conserver au frais. Sauf que dans nos habitations de maintenant, on n'a pas forcément de zone fraîche. On a le choix entre soit la réfrigération, soit température ambiante, qui est souvent une température très au-delà de 20-22 degrés. Mm. Et que donc, du coup, dans ces conditions-là, on dit, bon, bah, à ce moment-là, mettez-les au réfrigérateur. Mais ce n'est pas l'idéal. Et d'ailleurs, dans le réfrigérateur, les œufs, on les met dans la porte du réfrigérateur parce que c'est l'endroit le moins froid du réfrigérateur. Donc, les œufs, normalement, c'est plutôt entre 15 et 20. Si on n'a pas cette plage de température chez soi et qu'on a des chaleurs très élevées comme on a eu cet été, par exemple, eh bien, à ce moment-là, il vaut mieux quand même les mettre au réfrigérateur. Mais c'est pas la meilleure façon de conserver les œufs. Ça répond à ta question, Oui, Victoria? merci beaucoup. Et d'ailleurs, en passant, mais ça, on en parlera beaucoup quand on parlera des œufs, en passant, les œufs ont une DDM et pas une DLC. Mais on en reparlera plus tard. Allez, on va prendre chaque mode de conservation, on va regarder un petit peu de quoi il s'agit. Donc là, vous pouvez suivre avec le tableau, je pense que ça sera plus simple. Et je vais déjà vous parler des modes de conservation qui appliquent le froid. Alors, soit le froid positif, donc au-dessus de 0 degré pour la réfrigération, soit le froid négatif pour la surgélation. Alors, la réfrigération, c'est un moyen, j'allais dire assez simple maintenant, hein, on sait comment faire du froid, mais ce n'est pas le premier moyen de conservation qui a été utilisé parce que c'est quand même compliqué de faire du froid. Donc, cette réfrigération, elle a pour objectif d'abaisser la température de l'aliment et que du coup, dans des plages de température entre 1 et 15 degrés, alors j'ai mis jusqu'à 15 degrés parce que on a certains végétaux, comme par exemple les bananes, qu'on conseille de conserver à une réfrigération de 15 degrés. Mais nos réfrigérateurs à nous, ou les chambres froides qu'on va trouver en restauration collective, c'est des zones de stockage qui sont plutôt entre 1 et 7, 8 degrés, grand maximum 10 degrés en général. Cette plage de température-là, peut-être que vous l'avez vu en microbiologie, vous le verrez, c'est une plage de température que les micro-organismes n'aiment pas trop, dans laquelle ils ont du mal à se développer. Et donc, du coup, le fait de réfrigérer, ça va ralentir le développement des micro-organismes. Mais ça ne fait que le ralentir. Ça va donc prolonger un petit peu la durée de vie de l'aliment, mais en tout état de cause, au bout d'un moment, l'aliment sera quand même dégradé parce qu'on ne supprime pas du tout les micro-organismes, on ne fait que les ralentir. Et donc, au bout d'un moment, il y en aura quand même beaucoup.
Donc, c'est un mode de conservation qui aura une date limite de consommation parce qu'au bout d'un moment, l'aliment sera inconsommable. Donc, sur le plan sanitaire, l'impact sanitaire, c'est juste que ça ralentit. Alors, dans le tableau, j'ai dû mettre limite, voilà. Ça ralentit, ça limite le développement, mais ça ne l'arrête pas. Sur le plan nutritionnel et organoleptique, on n'a pas énormément d'impact parce que ce ne sont pas des aliments qui vont se conserver très très longtemps. On a juste éventuellement les vitamines qui vont être oxydées. Alors quand on dit l'oxydation des vitamines, ça veut dire qu'en fait elles sont détruites, hein, si on veut dire autrement. Par exemple, dans les fruits et légumes, eh bien, la vitamine C, plus on va garder l'aliment réfrigéré longtemps, plus on va avoir une perte en vitamine C par oxydation. Et sur le plan organoleptique, eh bien, le froid va ralentir la maturation des fruits et des légumes. Donc, du coup, si vous voulez que vos abricots mûrissent, il ne faut pas trop les mettre au réfrigérateur, il faut les laisser à l'extérieur. Sinon, si vous les faites réfrigérer, ça va vraiment presque les empêcher de mûrir. Voilà, c'est surtout ça les impacts sur le plan organoleptique. Voilà. Sur le plan donc de l'utilisation et du stockage, donc on va bien sûr stocker les aliments réfrigérés dans une enceinte réfrigérée. Chez nous, le réfrigérateur, en restauration collective, la chambre froide. Il faut surtout pas oublier que cette enceinte réfrigérée, c'est pas une enceinte stérile, d'accord? Et qu'on a des micro-organismes qui vont continuer à se développer dans cette enceinte. Par conséquent, il y a quand même des précautions à prendre, notamment celle d'emballer tous les aliments, de ne pas mettre d'aliments à l'air libre dans le réfrigérateur, sauf les légumes et les fruits qui vont être dans le bac à légumes au fond du réfrigérateur, mais qui sont couverts par la petite plaque de verre et donc isolés du reste du réfrigérateur. Donc, couvrir, emballer tous les aliments. Préserver la chaîne du froid, donc ça, je pense que vous le savez, c'est de ne pas faire en sorte que l'aliment, entre le moment où on l'achète et le moment où on le consomme, soit trop souvent remis en température ambiante, puisque là, on va avoir une flambée au niveau des micro-organismes. Et puis, je ne l'ai pas mis sur votre document, mais il y a quand même une petite chose dont il faut se souvenir, c'est que ces enceintes réfrigérées, il faut les nettoyer de temps en temps parce que si on ne les nettoie pas, eh bien, on va avoir un développement des micro-organismes dans l'enceinte et donc potentiellement une contamination des aliments qu'on va mettre dedans si jamais on ne les protège pas bien. Voilà pour la réfrigération. Pour la surgélation, qui est donc un froid négatif, c'est-à-dire avec des températures en dessous de 0 et très en dessous de 0, puisqu'en fait, on a sur la surgélation un stockage à moins 18 degrés. Alors là, on est sur un mode de conservation tout à fait différent, puisque le principe ici, c'est de transformer l'eau. On va passer d'une eau liquide dans l'aliment, tous les aliments, hein, à l'exception peut-être des huiles, mais tous les aliments contiennent de l'eau. Ça veut dire que quand on a un aliment qui contient de l'eau, a priori, c'est un milieu de développement particulièrement favorable aux micro-organismes. Ce qu'on fait dans la surgélation, c'est qu'on transforme cette eau qui est normalement liquide dans les aliments, on la transforme en glace. C'est le principe même de la surgélation. Et le fait que cette eau soit en glace, donc en dure, non liquide, solide, elle n'est plus accessible aux micro-organismes. Ils ne peuvent pas l'utiliser. Et donc, du coup, les micro-organismes, s'ils n'ont pas cette eau, ils ne peuvent pas se développer. Donc, la surgélation, elle a comme avantage et intérêt de stopper le développement des micro-organismes. Mais seulement stopper. Ça ne les détruit pas. C'est-à-dire que vos micro-organismes, ils sont toujours présents dans l'aliment surgelé, ils sont endormis si vous voulez. Et quand on va remettre l'aliment à température ambiante, par exemple pour le décongeler, ce qui n'est pas une bonne pratique de décongélation, eh bien les micro-organismes vont à nouveau se développer
puisqu'en fait, ils vont retrouver une eau liquide, ils vont retrouver des températures adéquates, et donc ils vont pouvoir se développer très allègrement. Donc la surgélation, c'est un super mode de conservation, mais c'est un mode de conservation dangereux au moment de l'utilisation. Donc, sur le plan sanitaire, ça stoppe le développement des micro-organismes et ça va détruire les parasites si on garde le produit surgelé suffisamment longtemps. Sur le plan nutritionnel, alors, on va avoir des transformations au niveau des nutriments qui sont liées à la durée de conservation, hein. Plus on va conserver les aliments longtemps, plus on va avoir une oxydation des lipides, des vitamines, parfois une déshydratation, mais la déshydratation, elle se fera surtout au moment de l'utilisation et potentiellement de la décongélation des aliments si on les décongèle. Et puis, sur le plan organoleptique, eh bien, alors, vous voyez, je vous ai mis plusieurs possibilités en fonction que ce soit si c'est des végétaux, des animaux, etc. Vous lirez ça tranquillement, puis c'est des choses qu'on reprendra quand on parlera notamment des viandes, etc., ou des légumes et des fruits. Ce qui est surtout très important à retenir au moment pour la surgélation, c'est les précautions à prendre au moment de la décongélation. Donc, il y a des aliments qu'on peut cuire sans décongeler, et là, il n'y a aucun risque du tout, c'est très très bien. Mais il y a aussi des aliments qu'on est obligé de faire décongeler pour garder justement certaines qualités organoleptiques. Je pense à certaines viandes, par exemple. Il ne faut absolument pas faire cette décongélation à température ambiante parce que là, on va avoir un développement microbien énorme et donc potentiellement dangereux. Il va falloir assurer des décongélations au froid. Alors au froid positif pour que ça décongèle évidemment, donc soit au réfrigérateur, soit dans un bain d'eau froide. C'est les meilleures façons de décongeler. Les produits surgelés portent une DDM, une date de durabilité minimale, avec des durées variables en fonction des aliments. Par exemple, les poissons et les viandes ont des durées de conservation plus courtes que les légumes et certains fruits, par exemple. Est-ce qu'il y a des questions sur ces modes de conservation par le foie? Oui, moi, j'ai pas trop compris la notion de déshydratation des tissus avec le végétaux plus plus. Eh bien, par exemple, vous avez déjà fait décongeler des haricots verts? Bah, moi, en fait, en général, je sais pas, il n'y a pas d'étape intermédiaire. Enfin, je sais pas du coup, c'est normal, mais en fait, enfin, je mets directement les produits C'est congelés la meilleure dans un façon de faire. four Voilà, c'est la ou dans meilleure l'eau façon de chaude. faire parce qu'en fait, quand on parle de déshydratation, c'est par exemple, je prends mes haricots verts et je les fais décongeler au réfrigérateur. Eh bien, vous avez un petit jus qui sort du Oui, haricot. On voit très très bien ça avec les viandes, par exemple. J'aurais dû prendre les viandes plutôt comme exemple. Hein, quand vous faites décongeler votre viande, même si vous la faites décongeler au réfrigérateur, eh ben, vous avez ce qu'on appelle un exudat qui se forme, un mhm, liquide, hein, qui sort de la viande. Et ben, ce liquide, en fait, c'est de l'eau. Ça veut donc dire que si cette eau, elle sort de la viande, et ben, du coup, ma viande, elle va se déshydrater un petit peu et donc ça va impacter sa texture. d'accord, ok, Voilà, c'est ça que ok, ça veut dire, hein. C'est pas une déshydratation dans le sens séchage de l'aliment, hein. Voilà. Mais il y a une perte en eau qui fait que ça va impacter la texture de l'aliment. d'accord, merci. Concettina. Tu as dit que dans le procédé de réfrigération, qu'il était bon au niveau du stockage, de l'utilisation, de nettoyer les enceintes réfrigérées de temps Oui, en temps. Est-ce oui. qu'il y a une fréquence qui est conseillée de manière absolue? Alors, de manière absolue, non. Enfin, je veux dire de Mais manière réglementaire alors. alors, réglementaire, je pense qu'il faudrait regarder, tu demanderas à Céline quand vous parlerez de la restauration collective, parce que là, potentiellement, il y a de la réglementation sur le nettoyage des chambres froides, mais je dois dire que c'est pas mon domaine, donc j'en sais rien. Pour les réfrigérateurs Domestique. domestiques, euh, il n'y a pas de réglementation, mais il y a du conseil, et on Mhm. conseille une fois par mois. D'accord. Je Voilà. pense aux Après, étudiants. hein, oui, bah, après,
On n'est pas si nombreux que ça à le faire une fois par mois. Mais en tout cas, entre jamais le nettoyer et le nettoyer, voilà, il faut le nettoyer régulièrement et ce d'autant plus quand il y a je sais pas, un truc qui verse ou qui tombe dans le frigo. Enfin, ça peut arriver. Ah, est-ce que j'ai une dernière question justement sur ces procédés de nettoyage? Est-ce qu'il y a des produits spécifiques, type il faut pas utiliser de détergent ou des choses comme ça? Est-ce que Non, ou ça se nettoie que à l'eau ou avec du non, vinaigre? oui. Oui, vinaigre, c'est bien. Après, tu peux aussi utiliser un détergent doux, hein, parce que en fonction de comment est ton réfrigérateur et quelle est la matière à l'intérieur, mais en général, voilà, c'est un détergent doux pour enlever les taches, etc. Et puis après, tu passes un petit coup de vinaigre pour assainir et c'est très bien. Oui, au niveau de la décongélation, peut-être que Oui, tu l'as dit ou j'ai peut-être pas entendu, mais pour la viande, donc on a dit au oui, frigo, mais pourquoi est-ce qu'on oui. pourrait pas le faire cuire directement? Alors, on peut simplement, pour la viande, alors ça va dépendre des types de viande, mais il y a des viandes pour lesquelles, par exemple, je prends un steak de bœuf qu'on veut manger saignant. Ben, du coup, si tu le cuis directement, ça va resserrer les fibres, ça va le rendre moins tendre, un petit peu plus dur, un peu moins agréable sur le plan organoleptique. Mais bien sûr que sur le plan sanitaire, même parfois en restauration collective, c'est des choses qu'on va conseiller, hein. Par exemple, cuire les steaks hachés. Les steaks hachés, ils sont cuits surgelés en restauration collective, justement pour limiter les risques en matière de micro-organismes. Donc, tu peux tout à fait cuire la viande sans la décongeler. Mais D'accord. pour certaines viandes, ça va un peu impacter ses qualités organoleptiques. Voilà. D'accord, ok. Mais par contre, c'est Merci. pas du tout risqué sur le plan sanitaire de cuire directement congelé, surgelé. Ok, merci. Léa. Ouais, dans la surgélation, on remarque quand même que l'impact nutritionnel et organoleptique, il n'est pas super positif. Enfin, je trouve que c'est quand même euh, on perd beaucoup de qualité au niveau des vitamines, des protéines, etc. Et Alors, au niveau du goût, c'est pas hyper attractif. Enfin, bah, alors est-ce... après, là, moi, je vous ai mis les généralités, hein. On n'a Mhm. pas tout ça sur tous les aliments. Ok. D'accord? C'est des choses qu'on reverra un petit peu plus en détail quand on évoquera les différents aliments. Mais dès qu'on rentre de toute façon sur des modes de conservation qui vont durer longtemps, et c'est le cas de la surgélation, bah, il se passe forcément des choses dans l'aliment. Parce que même si le froid négatif va ralentir tous les phénomènes physiques, et ben, dans votre surgélateur, il y a quand même de l'oxygène. Et donc l'oxygène, il va provoquer de l'oxydation sur certains nutriments. Le froid, il va un petit peu abîmer les protéines. Donc, Mhm. on va avoir une petite dénaturation des protéines. Je dis tout de suite, ça reste très minime, hein, par rapport au produit lui-même. Toutes les protéines ne sont pas abîmées, toutes les vitamines ne sont pas oxydées, tous les lipides ne sont pas oxydés. Mais on aura quand même la présence de ces événements-là qui vont un petit peu altérer l'aliment. Oui, de toute façon, il n'y a aucun mode de conservation qui va conserver l'aliment intact avec toutes ses qualités. Ça n'existe pas. D'accord. Donc, après, il faut arbitrer. Ok, Soit on veut merci. longtemps, mais bon, on accepte qu'il y ait des modifications. Soit on veut pas longtemps, mais du coup, c'est pas longtemps. Voilà. Merci. Raya. En fait, moi, je j'ai pas compris au début. Après, j'ai creusé pour comprendre. Dégradation enzymatique des composés azotés. Parce qu'en fait, Oui, c'était marqué. Du coup, il n'y avait pas des explications. Du coup, je suis allée chercher un peu plus. Et en fait, ce que je voulais comprendre, parce que c'est marqué, cette dégradation entraîne un goût amer lié à certains peptides ou acides aminés. Je pense que peut-être aujourd'hui, c'est pas toujours pour nous, tout est compréhensible tout de suite parce oui, qu'on est au début de formation, mais absolument. d'ici quelques mois, tout est compréhensible Bien pour sûr. nous. Oui. Et juste question sur ce goût amer, parce qu'en fait, modification couleur, ok, ça j'ai bien vu, au niveau de la viande, tout ça, on voit bien. Pareil par rapport qui change au niveau de l'aspect de tendreté en fait de la viande. Hmm. Par contre, ce goût amer, j'ai jamais Alors, remarqué. Est-ce ça, que c'est ce c'est qu'on trouve dans réellement...
Non, c'est pas aussi marqué que ce qui peut paraître Ok, dans le document, d'accord? ok, Mais ça veut dire que possiblement, on peut avoir une modification du goût qui tire un petit peu sur la mer pour certaines viandes. ok, Voilà, le fait d'avoir cette modification protidique, hein, voilà, parce que les composés azotés, c'est les protéines en fait, ouais, eh bien ça peut générer des molécules aromatiques qui vont donner un goût un petit peu différent de ce qu'on a quand on va manger de la viande fraîche. C'est ce qu'il faut comprendre en fait. ok. Non, mais c'est ça, Voilà. en fait, j'avais Mais pas effectivement, compris, du coup, il y je a, hein, voulais vous comprendre mieux. allez, il y a des trucs peut-être que vous comprenez pas très bien là, mais c'est des choses qui vont venir au fur et à mesure du temps. Et puis vous posez des questions si jamais c'est pas clair, hein. Ok, Marie. merci. Oui, j'ai une question sur l'oxydation des vitamines. Donc, est-ce que je comprends bien qu'en fait, c'est le froid qui augmente l'oxydation des vitamines ou c'est lié à la durée C'est lié à la durée. D'accord, Le froid, il a tendance à ralentir un peu d'accord. l'oxydation. Mais en Mhm, fait, comme il y a de l'oxygène dans l'ambiance, enfin, je veux dire, voilà, c'est pas sous vide, on n'est pas sous mhm, vide, hein, eh bien, cet oxygène, au bout d'un moment, quand même, il fait son mhm. effet et on a une oxydation sur les lipides, sur certaines vitamines, pas sur toutes, hein, mais voilà. D'accord. Oui, c'est ça, c'est la durée plutôt. Durée, d'accord, merci. L'oxydation, elle va être favorisée par la chaleur. Mhm. Quand il fait 35 degrés, eh ben là, l'oxydation, elle est favorisée. D'accord, ok. Merci. Cha- Charlotte. Oui, alors du coup, j'avais une question à l'inverse, donc de on sort un aliment du congélateur, on fait cuire de suite. Si on a cuit en plat, on veut le mettre au frigo, faut attendre qu'il soit à 15 degrés ou 20 degrés pour pouvoir le mettre au réfrigérateur, ou on peut le mettre de Alors, suite. Comment ça se passe au niveau micro-organismes? Il faut attendre que ça se calme. alors, dans l'idéal, Ouais. dans l'idéal, on le laisse descendre jusqu'à 63 degrés. Parce qu'en fait, la plage préférentielle de développement des micro-organismes, c'est entre 10 degrés et 63 degrés. En restauration collective, on nous dit qu'il faut que les aliments passent de 63 degrés à 10 degrés en moins de 2 heures. Sur Ouais. le plan de la maison, c'est un peu compliqué de faire ça parce qu'effectivement, on doit arbitrer entre, dans l'idéal, dès que le produit il est à 63 degrés, hop, il faudrait le mettre au froid pour qu'ensuite sa température diminue le plus vite possible. En restauration collective, ils ont des cellules de refroidissement qui sont des groupes froids très puissants qui vont pouvoir assurer ça. À la maison, c'est compliqué. Et la deuxième complication, c'est que si on met notre plat à 63 degrés dans le réfrigérateur, si vous avez un petit réfrigérateur, ça va réchauffer en fait le réfrigérateur et du coup, ça va faire globalement remonter la température du réfrigérateur pendant quelques temps. Donc en fait, voilà, il faut arbitrer entre les deux. En tout cas, il n'est pas conseillé de laisser sur le plan de travail pendant toute la journée le plat à refroidir avant de le mettre au réfrigérateur. Donc, Ouais. de le laisser un peu refroidir à l'extérieur et puis d'essayer quand même de le mettre le plus vite possible au froid, de façon à ce qu'il n'y en ait pas un développement trop important des micro-organismes et que surtout la température s'abaisse le plus vite possible euh, dessous 10 degrés. Je ne sais pas Oui. si ma réponse est claire. Oui, 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 c'est clair. Moi, j'avais vu maximum 2 heures à l'air libre, par exemple, mais je ne sais pas oui, si ça c'est peut se ça. Mm. quantifier en heures. Ouais, ok. Oui, oui, en général, c'est ce qu'on dit, hein, mais oui, oui, oui. Mm. Ça a un impact, du coup, ouais, ok, sur les Ah oui, oui, micro-organismes. c'est un impact, Oui. ouais. Mm. Ok, très bien, merci. Faustine, Oui, tu disais que le froid ralentit l'oxydation des vitamines un ou peu. des... Ah oui, d'accord. Mais du coup, est-ce que par exemple, des fruits ou des légumes qu'on stockerait au frigo vont moins s'oxyder que s'ils sont stockés à l'air libre, même si c'est des légumes comme, je sais pas, une courge ou quelque chose qu'on va pas nécessairement mettre au frigo normalement? Là, on est quand même sur du froid positif, donc l'impact ne va pas être si important que ça. Ok. Et puis là aussi, on a un arbitrage à faire. Par exemple, les tomates. Les tomates, si on les met au frigo, ben, elles sont moins bonnes sur le plan organoleptique. Donc du coup, voilà. Est-ce qu'on veut conserver nos tomates longtemps, mais elles vont être moins bonnes sur le plan du goût?
ou est-ce qu'on les garde dehors? Du coup, elles se conservent un peu moins longtemps, mais elles sont meilleures. Voilà, il y a tout le temps, en fait, il y aura toujours en fait des arbitrages comme ça à faire, sauf en restauration collective où c'est carré et on vous dit, bah non, les tomates, vous les mettez au froid. En réfrigération, l'oxydation, elle va être quand même peu ralentie, on va dire. Et du coup, elle l'est plus en surgélation? Oui, un Ou... petit peu plus, D'accord. Ok. un petit peu plus. Mais elle Merci. existe quand même, hein. Oui, d'accord. Ok. Si on veut pas d'oxydation, faut mettre sous vide. Et on va passer au mode de conservation par la chaleur. Donc là, on est sur autre chose. La chaleur, elle va pouvoir détruire. Mais en fonction de la température qu'on va appliquer, on ne va pas appeler les modes de conservation de la même façon. La pasteurisation, c'est un mode de conservation qui applique des températures inférieures à 100 degrés Celsius. Donc, dès qu'on va appliquer une température inférieure à 100 degrés Celsius, on parlera de pasteurisation. Si on applique une température supérieure à 100 degrés Celsius, on parlera de stérilisation. Donc, la chaleur va détruire les micro-organismes, sauf que quand on est en dessous de 100 degrés, ça ne détruit pas tous les micro-organismes. Ça va en détruire un certain nombre, ça va surtout détruire les micro-organismes qu'on appelle pathogènes, c'est-à-dire qui sont susceptibles de générer des pathologies. Je pense que vous en connaissez, comme par exemple la listeria. La listeria, c'est une bactérie qui est dangereuse pour certaines populations immunodéprimées. Et donc, c'est une bactérie qui, par contre, est détruite dès 70 degrés. Donc, si on applique une température supérieure à 70 degrés, on est sûr de ne plus avoir de listeria dans le produit. D'accord? Donc, la pasteurisation, ça va détruire un certain nombre de micro-organismes, mais pas tous. Ça veut dire qu'il en reste dans le produit pasteurisé. Et s'il reste certains micro-organismes dans le produit pasteurisé, eh bien, ça veut dire qu'il faudra qu'on le conserve au froid, parce que sinon, eh bien, si on laisse le produit à l'air libre, les micro-organismes vont, ceux qui restent, ils vont se développer et ils vont venir, voilà, contaminer l'aliment. L'avantage de la pasteurisation, c'est qu'en appliquant des températures inférieures à 100 degrés, on va avoir assez peu d'impact sur le plan nutritionnel et organoleptique. Alors, en fonction des produits, il y en aura parfois un petit peu quand même, mais c'est un mode de conservation qui n'est pas trop agressif pour les produits et qui, du coup, va permettre de conserver un certain nombre de qualités de l'aliment. Par contre, il ne va pas se conserver très longtemps. Il va se conserver un peu plus longtemps que de la simple réfrigération, puisqu'on va quand même assainir le produit en appliquant cette température inférieure à 100 degrés, mais il va quand même avoir une date limite de consommation et la nécessité de conserver au froid, donc avec les mêmes conditions de stockage et d'utilisation que pour la réfrigération. En pasteurisation, on va trouver par exemple du lait pasteurisé, on va trouver certains plats cuisinés pasteurisés. C'est tous les produits, enfin une grande partie des produits que vous retrouvez en fait dans les rayons réfrigérés hein, des grandes surfaces, par exemple. Le deuxième grand mode d'application de la chaleur, c'est donc la stérilisation avec des températures supérieures à 100 degrés Celsius. Et là, la température appliquée dépend de l'aliment à stériliser, hein, on n'a pas les mêmes températures tout le temps. Et là, l'objectif, c'est de détruire tous les micro-organismes, de détruire tous les parasites, de détruire toutes les enzymes, ce qui va faire qu'on va avoir un aliment qui va être hyper stable dans le temps et que l'on va pouvoir garder, alors je vais dire, de façon indéfinie, sans aucun risque sur le plan sanitaire. La stérilisation, c'est vraiment le mode de conservation qui est le plus efficace en termes de durée de conservation. Par contre, quand on applique des températures supérieures à 100 degrés, c'est comme si on faisait une cuisson.
de l'aliment. Donc, on va avoir toutes les modifications, les mêmes que quand vous cuisez un aliment, d'accord? Donc, sur le plan organoleptique et sur le plan nutritionnel, on va quand même avoir un certain nombre d'impacts du fait de cette cuisson. La stérilisation va donc porter une date de durabilité minimale et ce sont des produits que l'on va conserver à température ambiante jusqu'à ce qu'on les ouvre, puisqu'en fait, comme il n'y a plus de micro-organismes dedans, ben, on n'a pas besoin de les conserver au froid. Alors, la stérilisation, c'est le principe de conservation, mais surtout, ce que nous, on a en fait, c'est des produits qu'on appelle apertisés. Parce que l'apertisation, elle met une condition supplémentaire à cette application de température supérieure à 100 degrés. Elle dit que notre aliment, il est mis dans un contenant étanche, hermétique. Le contenant, il est scellé et ensuite on fait la stérilisation. D'accord? Donc les boîtes de conserve ont subi une apertisation. C'est la petite subtilité entre apertisation et stérilisation. Je reviendrai un petit peu sur ces deux modes-là si vous avez besoin. Je finis avec l'application de la chaleur sur les modes de conservation liés à la déshydratation. Donc là, le principe, en fait, c'est pas de venir détruire les micro-organismes par la chaleur, c'est de venir chauffer légèrement notre aliment pour faire évaporer l'eau, déshydrater, et donc laisser peu d'eau dans le produit, ce qui fait que les micro-organismes ne pourront pas se développer parce qu'il n'y a pas d'eau dans l'aliment. Donc en fait, là, on ne détruit pas les micro-organismes, mais on leur enlève un des éléments nécessaires à leur développement, et donc du coup, bah, ça arrête leur développement. Donc ils ne sont pas détruits, mais ils peuvent plus se développer. Et donc on va avoir là aussi des produits qui vont se conserver très longtemps, qui auront une DDM, mais par contre, quand on les réhydratera, c'est-à-dire quand on remettra de l'eau dans ces aliments, eh bien, les micro-organismes pourront à nouveau se développer. Et donc, quand on va réhydrater ces aliments, il faudra bien faire attention à la conservation de l'aliment réhydraté, parce que là, le développement des micro-organismes repartira si on les met dans des bonnes conditions de température. Donc là, il y a quand même pas mal d'impact sur le plan nutritionnel parce qu'on va avoir donc ce qu'on appelle une concentration des nutriments dans la mesure où comme on enlève de l'eau, eh bien, il y a un effet de concentration par processus physique en fait. Et puis comme on conserve longtemps cet aliment, bah là, on aura aussi l'effet de l'oxydation sur les lipides, sur les vitamines, l'impact sur les protéines, etc. Sauf bien évidemment si on conserve cet aliment déshydraté sous vide, auquel cas ça va limiter ces effets-là. Et sur le plan organoleptique, on a aussi beaucoup d'impact parce que prenons par exemple des abricots séchés, eh bien vous voyez bien que la couleur change par rapport à l'abricot frais de départ, que la forme change, que les arômes sont un petit peu moins présents parce qu'on en perd un petit peu pendant la durée de conservation, etc. Donc voilà, il y a quand même beaucoup d'impact sur le plan organoleptique et nutritionnel pour ce mode de conservation. Alors, question sur l'application de la chaleur, et puis on reviendra un petit peu en détail sur ceux que j'ai passés un petit peu rapidement, parce que c'est juste de la précision, entre guillemets. Raya. Je reviens juste sur cette partie-là, j'ai un peu du mal à comprendre. Sur la partie sur déshydratation, tu parles limite l'activité enzymatique. Est-ce que tu peux juste un petit peu m'éclaircir sur cette partie-là? Chaque fois, j'ai du mal à en fait visualiser en fait cette activité enzymatique. Je pose la question à tout le groupe, est-ce que vous savez ce que sont les enzymes? C'est des catalyseurs, c'est pas ceux qui Oui, c'est ça, c'est des catalyseurs. catalyseurs. En fait, c'est des molécules qui vont favoriser certaines réactions chimiques. D'accord? Et en fait, ces enzymes, eh ben, pour certaines d'entre elles, pour un grand nombre d'entre elles, elles ont besoin d'avoir de l'eau
pour justement pouvoir fonctionner. Donc, quand on enlève l'eau de l'aliment, ben, automatiquement, ça limite l'activité enzymatique. Et les enzymes dont on parle ici, eh ben, c'est par exemple les lipases, les protéases, des enzymes qui participent à la dégradation des nutriments, en fait. Ah oui, Dans un bon dégradation. sens, hein, c'est-à-dire que normalement, ces enzymes qui participent à la dégradation des aliments, c'est pour libérer les nutriments et pour qu'ils soient absorbables Plus au niveau. digeste, ok. Voilà, hein, voilà. Mais sauf que quand ça se fait en dehors de notre corps, eh bien, cette dégradation-là, par exemple, si on a des lipides, les lipases, elles vont venir dégrader les lipides, libérer les acides gras. Mais du coup, les acides gras, ça devient des acides gras qu'on appelle libres, qui vont être très sensibles, qui vont s'oxyder, qui vont donner un goût mauvais à l'aliment. Donc, tout ça, c'est des chaînes en fait de réactions qui font que ben, l'aliment va se dégrader sur le plan organoleptique. Là, le fait d'enlever l'eau, ben, ça limite l'activité des enzymes, toutes enzymes confondues, et du coup, ça nous intéresse. Oui, parce que tu sais pourquoi je te posais cette question, juste pour comprendre, parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, on parle dans le corps humain. Ça veut dire, c'est ce que nous, les réactions, ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et là, c'est dans l'aliment. Ça veut dire, dans l'aliment, il Oui, y a, tu vois, parce qu'en fait, des enzymes, tous les micro-organismes ont des enzymes. Et il y ok, a aussi des enzymes dans les aliments eux-mêmes. On verra ok, quand on parlera par exemple de la farine, que dans la farine, on va trouver des enzymes, notamment des amylases, qui ont la capacité de dégrader une petite quantité d'amidon en glucose. Et ces ok. amylases, elles sont, euh, comment est-ce qu'on appelle ça? Elles sont constitutives en fait du grain de blé, elles sont présentes dans Oui, ils le sont grain de présents dans le blé. produit, Et que d'accord. quand on vient écraser le grain de blé, bah, ça libère ces enzymes d'une certaine façon et du coup, elles vont commencer à libérer un petit peu de glucose, ce qui va nous arranger pour faire du pain, par exemple. Donc, des enzymes, en fait, on en trouve partout dans notre corps, dans les aliments, dans les micro-organismes. Là, on parle bien sûr des enzymes de façon générale, Ok, mais des enzymes, il y en a partout, en fait. Hein. ok, très bien, merci OK? beaucoup. Merci. Ambre. Alors, bah, moi aussi, alors j'ai une question sur les enzymes, j'en ai une autre après. Là, au niveau de la pasteurisation, c'est marqué inactive certaines enzymes, donc Oui. je l'oppose à détruit les enzymes. Est-ce que c'est parce Oui, que du enfin, coup, ça pourrait être pareil. ça Inactive et pourrait être... détruit, ça pourrait être pareil. D'accord. Donc là, par exemple, les enzymes ne se réactivent pas dans le frigo, par exemple. Oui, Euh, oui, c'est ça. ok, Ouais. Alors ok, que là, ok. ça limite juste leur activité. Dès qu'on va remettre de l'eau, hop, ça repart. Parce que là, D'accord. dans la déshydratation, elles ne sont pas détruites. Très bien. Bon, bah, ok, déjà, je comprends mieux. Et mon autre question, c'est, je ne comprends pas ce que c'est augmentation du CUD, réaction de Maillard, dans la stérilisation, dans l'apertisation d'ailleurs, enfin les deux. Alors, attends, faut que je retrouve ma C'est feuille. dans l'impact nutritionnel. Ah oui, alors, parce que la phrase, elle est mal faite. Altération des protéines, deux points, augmentation du CUD. Le CUD, c'est le coefficient d'utilisation digestive. C'est une qualification que l'on donne aux protéines. Ça veut dire que toutes les protéines, elles n'ont pas la même capacité à être digérées. Vous avez peut-être encore pas vu, ou peut-être que si, mais vous savez que les protéines, c'est une chaîne d'acides aminés et que nous, on ne sait pas utiliser sur le plan digestif, on ne sait pas utiliser les protéines telles quelles. Il faut vraiment venir couper toutes les Les petites coupés, oui. liaisons entre les acides aminés. Et nous, on absorbe les acides aminés, en fait. Et justement, cette capacité qu'une protéine a à venir couper tous ces petits acides aminés grâce aux protéases, c'est ce qu'on appelle le CUD, coefficient d'utilisation digestive. Ça veut D'accord. dire que quand je mange 10 grammes de protéines et que j'en absorbe 90 grammes, bah c'est vachement bien. C'est un CUD de 90%, c'est élevé. Ok, D'accord? Et donc très là, bien. ce que ça veut dire, c'est que la stérilisation, c'est comme une cuisson et que quand on cuit des aliments qui contiennent des protéines, la cuisson, ça vient déjà un petit peu commencer à Ah couper oui, enfin, certaines petites liaisons
Et du coup, ça mécaniquement, ça augmente le coefficient d'utilisation digestive des protéines. D'accord, ok, c'est D'accord? clair, je Et comprends. réaction de Maillard, c'est un deuxième paragraphe, entre Ah oui, guillemets. c'est pas la même chose. Ok, Voilà. très bien. Voilà. Je te remercie. Ouais, ma phrase, oui, CUD, ça vient à la ligne, alors qu'il ne faudrait pas. Voilà. Ok. Raya. Béatrice, comme j'avais deuxième question, je n'ai pas osé. Effectivement, je voulais savoir aussi dans stérilisation ou apertisation, quand tu parles de réaction de Maillard, comme un exemple, c'est comme un pâté croûte, par exemple. Oui, ouais. Ok, voilà, Réaction c'est de ça. Maillard, c'est Ok, quand on a dans un même aliment des protéines et des glucides, et en fait, ça va venir faire oui, cette réaction brunissante, hein, ok, et ça donner j'ai aussi un compris. goût. Ouais. Ça j'ai compris, sauf je n'ai pas compris pourquoi elle est dans l'impact nutritionnel, tu vois. Parce Pour moi, que, c'est en plus fait, impact organoleptique ou dans l'aspect, tu vois, les deux, visuel. les Les deux. deux, bien sûr, impact organoleptique, on est d'accord, hein, parce que ça va donner un goût particulier, mais ça a quand même un impact nutritionnel parce que cette réaction de Maillard, quand on va avoir cette réaction chimique entre les protéines et les glucides, et ben du coup, ça va impacter la qualité des protéines. C'est-à-dire que les protéines, elles viennent dans cette réaction-là, et du coup, elles sont un peu altérées, en fait, du fait de la réaction de Maillard. Donc, du coup, ça a quand même un petit impact protidique et donc nutritionnel. Ok. C'est Ouais, ça, uniquement la dans réaction de les. Maillard, vous Ouais, allez en super. manger, hein, donc Ouais, c'est bon, merci. on va en reparler plein de fois, hein, vous inquiétez pas. C'est quand même une base de notre cuisine, la réaction de Maillard, hein, donc ok. Est-ce que c'est bon pour ces procédés par la chaleur? Je complète juste en parlant de la stérilisation UHT, ultra haute température. Donc en fait, là, il n'y a qu'un seul aliment hein, qui est concerné, c'est le lait. Euh, Ce que je vous ai pas dit et qui est quand même très important, c'est que pour tout ce qui est traitement par la chaleur, que ce soit pasteurisation, stérilisation, apertisation, ultra haute température, etc., on a ce qu'on appelle des couples temps-température. C'est-à-dire que pour un aliment donné, on sait qu'il va falloir appliquer telle température pendant tant de temps pour avoir, par exemple, une stérilisation efficace. C'est en lien avec la nature de l'aliment, c'est en lien aussi avec les micro-organismes qu'ils ont présents naturellement dedans. Et donc, ces couples temps-température, c'est ce que les industriels vont appliquer pour avoir une stérilisation ou une pasteurisation réussie. Pour la stérilisation UHT, on a donc une stérilisation ultra haute température avec un barème Excusez-moi. température-temps qui est de 140 à 150 degrés pendant quelques secondes et ça ne concerne qu'un seul aliment, le lait. D'ailleurs, les laits qu'on trouve à acheter stérilisés, ce ne sont que des laits UHT parce que l'avantage de cette ultra haute température appliquée très, très peu de temps, c'est que ça va beaucoup moins impacter les qualités nutritionnelles et les qualités organoleptiques du lait. Emeline. Oui, c'est juste que moi, sur le visio, là, j'ai je suis sur déshydratation en fait. Oui. J'ai pas Oui. l'affichage. Voilà, ça m'arrangeait. Merci. Voilà, donc c'était juste pour redire ça sur l'ultra haute température. L'upérisation, vous pouvez laisser tomber, c'est vraiment un mode de conservation très très particulier. En fait, pour faire l'ultra haute température, on injecte de la vapeur dans le lait et en fait, ça s'appelle upérisation. Franchement, si vous vous en souvenez pas, c'est vraiment pas grave du tout. Et puis le dernier mode de conservation par la chaleur, c'est la lyophilisation. Donc la lyophilisation, c'est un mode de conservation aussi un petit peu particulier. J'ai fait une petite vidéo là-dessus. Je vous ai mis le lien dans votre cours. Allez voir la vidéo parce qu'elle est, je trouve, assez explicite. Juste pour synthétiser, la lyophilisation, en fait, c'est l'utilisation des process physiques qui permettent de faire passer l'eau d'un état solide à l'état gazeux, donc sous forme de vapeur, sans passer par l'état liquide. Et donc, les aliments qu'on lyophilise, c'est les aliments qu'on surgèle d'abord et puis qu'on va déshydrater sous vide en appliquant donc ce procédé physique de sublimation de l'eau.
ce qui va permettre donc bien sûr de déshydrater puisqu'on a une évaporation de l'eau, mais avec des températures appliquées moins importantes et donc une meilleure conservation des qualités de l'aliment. L'autre avantage de la lyophilisation, c'est qu'on a une réhydratation qui est beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile qu'avec la déshydratation classique. On trouve maintenant beaucoup de produits lyophilisés dans tous les aliments pour sportifs, pour tous ceux qui font de la randonnée, des treks, etc. Ça coûte très cher, hein. Et puis, si on veut parler d'un aliment plus accessible, le café soluble, eh bien, c'est du café qu'on a lyophilisé, tout simplement, par exemple. Mais je vous engage à aller voir la petite vidéo que j'ai faite parce que voilà, ça sera bien parlant. On va finir avec donc les procédés de conservation qui vont faire appel à un autre aspect, c'est-à-dire voir comment on peut limiter l'impact de l'oxygène sur les aliments. Donc là, on va avoir, j'allais dire, deux techniques. Soit on va carrément enlever l'oxygène, soit on va l'enlever et le remplacer par d'autres gaz. Donc, quand on enlève complètement l'oxygène, en vrai, on enlève complètement l'air. Ça s'appelle le mode de conservation sous vide. Visuellement, c'est très reconnaissable parce que quand on a des produits conservés sous vide, eh bien, l'emballage est rétracté autour de l'aliment. Il est plaqué à l'aliment. C'est ce qui permet de dire que c'est du sous vide. Ce sous-vide, il a une grande qualité, hein, c'est qu'en fait, il va ralentir, toujours, hein, ralentir le développement des micro-organismes. Alors, aérobie, vous savez tous ce que c'est qu'un micro-organisme aérobie? Ouais, hein, ce sont des micro-organismes qui ont besoin de l'oxygène de l'air pour se développer. Donc, ceux-là, si on enlève l'air, forcément, ils arrêtent de se développer. Mais on va avoir aussi un effet sur les anaérobies qui vont aussi ralentir leur développement puisqu'on enlève aussi les autres gaz et que donc, du coup, ben, ils n'ont pas de gaz pour se développer. Mais ça ralentit, hein, sûrement leur développement, ça ne le stoppe pas. Ça veut dire aussi qu'on devra stocker ces aliments en réfrigération, puisqu'il y a toujours les micro-organismes qui sont là. Mais par contre, ça va beaucoup prolonger la date limite de conservation. Par exemple, pour des viandes, on peut avoir pour des viandes sous vide des dates limites de consommation d'environ 3 semaines versus quelques jours pour de la conservation seulement réfrigérée. Donc vous voyez que c'est vraiment efficace. L'autre mode de conservation, c'est sous atmosphère modifiée. Donc là, on enlève un peu d'oxygène et on va mettre un autre gaz, soit du gaz carbonique, soit de l'azote. Et donc ces deux gaz-là vont remplacer une partie de l'oxygène, ce qui va là aussi bien limiter le développement des micro-organismes aérobies. Et donc on va avoir là aussi un prolongement de la conservation, mais qui néanmoins devra quand même être en réfrigération. Là, entre voilà, une viande classique et une viande sous atmosphère modifiée, on va gagner à peu près 1 semaine de conservation. Donc, c'est intéressant aussi. C'est un petit peu moins compliqué à mettre en œuvre. Et puis, donc, bah, là aussi, on a une date limite de consommation puisqu'on a encore des micro-organismes dans l'aliment. Victoria. Du coup, quand on achète une viande au supermarché, Oui, quand on voit que la date, elle est vraiment très longue, ça veut dire que oui. c'était mis sous atmosphère modifiée ou protectrice ou pas du tout, ou c'est juste que... Enfin, Ah oui, il y a des chances. Alors, ouais. par Parce que contre, parfois, on voit, je sais pas, 10, 15 jours oui. pour Alors des... 15 jours, ça me paraît beaucoup, 10 mais jours pour de la dinde ou du poulet, alors oui, qu'en soi, oui, c'est normalement, on possible. garderait 3 jours. Oui, oui. Alors, c'est vraisemblablement sous atmosphère modifiée. D'accord, faut C'est pas regarder. compliqué. Il suffit de regarder l'étiquetage parce que c'est obligatoirement mentionné sur l'étiquetage si c'est sous atmosphère modifiée. Ouais. Donc, c'est obligatoirement mentionné. Donc, normalement, tu dois le retrouver sur l'étiquetage. Mais il y a des chances, oui. De toute façon, tout ce qu'on va trouver en supermarché, notamment au niveau des viandes,
c'est systématiquement sous atmosphère modifiée parce que sinon ça se conserve pas assez longtemps. Pour eux, ils ont pas assez de voilà. Donc c'est quasiment tout, tout ce qui est frais préemballé. Je veux dire, c'est quasiment tout sous atmosphère modifiée ou protectrice, hein, on peut dire l'un ou l'autre, c'est les deux se valent. Raya, Juste une question comme ça, sous atmosphère modifiée, est-ce que c'est vraiment pas dangereux pour la santé? c'est vraiment pas dangereux pour la Ok, santé. Pourquoi? Parce que du gaz carbonique, il y en a dans notre atmosphère, de ouais, l'azote, il y en a dans notre atmosphère. ok. On en respire tous les jours de l'azote et du gaz carbonique. Et en plus, le gaz carbonique, le CO2, il a une action bactériostatique, c'est-à-dire que ça va en plus venir ralentir, stopper, enfin, oui, stopper le développement de certains micro-organismes. Donc, du Oui. coup, c'est intéressant. Non, mais c'est Et pas du comment tout ça se dangereux. fait? Oui, juste une question, parce que des fois, tu sais, quand on achète par exemple le poisson, je prends un exemple tout simple, le poisson classique frais, ou poisson, des fois, ils mettent, je ne sais pas si c'est sous atmosphère modifiée ou sous vide, mais en fait, dès qu'on ouvre, je ne sais pas pourquoi, il y a cette odeur tellement forte. Est-ce que Oui, c'est... parce que ça concentre. Alors, si c'est surtout vrai si c'est sur sous vide, parce que sous vide, ça va venir bien, vraiment concentrer les odeurs, hein. Donc, du coup, effectivement, quand tu ouvres le paquet, pouf, voilà, t'as une odeur. Alors, sur le poisson, mais sur la viande aussi, ça fait pareil, ça, qui peut surprendre, mais ça veut absolument pas dire que l'aliment est mauvais, entre guillemets. Ok, Tu le laisses oui, quelques instants comme ça, voilà, s'aérer, et tu vas voir que ça va beaucoup retomber, entre guillemets. ok. Merci, Laura. merci. J'avais une question sur la réfrigération, sur l'impact organolleptique. Il y a marqué QO, altération des QO. Qu'est-ce que c'est QO? Des qualités organoleptiques. Ah, ok, c'est aussi simple que Tout simplement. Oui, parce que j'ai pas assez de place dans les colonnes. Merci. Je mets des abréviations. Marianne. J'étais en train de penser à... Parce que comme on dit que la cuisson à Oui, 60 degrés tue les bactéries, oui. même, par exemple, je sais pas, un poulet qui va être... La date, elle va être passée. Mais si on le cuit quand même, je vais dire n'importe quoi, 3 semaines après, enfin, il y a trop un maximum de... Enfin, il y a trop de bactéries au bout d'un moment pour toutes les tuer à 63 degrés. Oui, et puis surtout, on a des bactéries qui fabriquent des toxines. Ah, d'accord, donc c'est les toxines qui... Et en fait, donc, faut jamais faire ça. Oui, oui, non, bah, ça je le sais. Et je me Faut pose la jamais question. faire ça parce que effectivement, peut-être qu'on va tuer les micro-organismes, mais ces micro-organismes, ils auront eu le temps déjà de dégrader l'aliment. Mm. Donc, sur le plan organoleptique, on aura un goût vraiment pas bon. Et puis, certains de ces micro-organismes potentiellement peuvent sécréter des toxines. Et c'est ces toxines, en fait, qui, elles, ne seront pas, vraisemblablement pas détruites par la chaleur et qui, elles, vont entraîner des maladies, des pathologies. Donc, voilà, ça, d'où le fait qu'on dit une DLC, quoi. Hein, c'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait, c'est pas rattrapable. Ok, voilà, c'est ça. Mais c'est la toxine, c'est pas la bactérie du coup. Donc en fait, voilà. C'est vrai. Oui, et puis il y a aussi des micro-organismes qui sont hyper résistants à la chaleur. Et donc, en fonction de comment tu vas cuire ton aliment, par exemple, si c'est un poulet, comme tu as dit, ton poulet, même si tu le cuis au four à 180 degrés, à cœur, il sera jamais à 180 degrés. Et donc, du coup, il y a des endroits qui seront beaucoup moins chauds que d'autres. Et de ce fait-là, tu tueras certainement pas tous les micro-organismes. Alors, il me reste deux petites choses à aborder avec vous en mode de conservation, la fermentation alcoolique et la fermentation lactique. Alors, on parle de mode de conservation, nous on verra qu'on en parle beaucoup comme des transformations, entre guillemets, culinaires ou en tout cas pour fabriquer des nouveaux aliments. Mais ce sont des modes de conservation dans le sens où euh, les micro-organismes que l'on va venir ajouter à l'aliment, alors c'est des micro-organismes sélectionnés, hein, on ne rajoute pas n'importe quoi, mais les micro-organismes qu'on va venir ajouter à l'aliment vont transformer certains nutriments et notamment les glucides en décomposés qui vont acidifier
le milieu, donc faire diminuer le pH. Or, on a vu que un pH acide, c'était un pH dans lequel les micro-organismes avaient du mal à se développer. Et donc, le fait d'acidifier le milieu va limiter, voire stopper le développement des micro-organismes. Et donc, on a deux types de fermentation. La fermentation alcoolique, où là, la transformation des glucides se fait en éthanol. Donc, les aliments qu'on connaît le plus, c'est bien sûr toutes les boissons alcoolisées, mais aussi, nous, on parlera du pain. Et le pain, c'est une fermentation alcoolique. On verra pourquoi. Donc ça, c'est la première. Et puis la deuxième, c'est la fermentation lactique, où là, on va avoir une transformation des glucides de l'aliment en acide lactique. Donc cette fermentation lactique, elle est faite avec des bactéries lactiques. C'est quelque chose, par exemple, on a parlé des yaourts, il me semble, hein, tout à l'heure. Les yaourts, c'est une fermentation lactique. Et donc là aussi, on aura des aliments plus ou moins variés. On va retrouver les fromages, par exemple, et c'est l'acidification du milieu qui en fait un mode de conservation, même si la fermentation lactique est surtout utilisée comme transformation au niveau des aliments. Transformation du lait en yaourt et en fromage, par exemple. DLC ou DDM, ça va être très variable. Et puis bon, les stockages, c'est aussi très variable parce que ça va dépendre des aliments en fait, obtenus. Wilson. Alors, est-ce qu'on peut classer par exemple le kéfir de Oui. fruits dans la fermentation alcoolique et le kéfir de lait par exemple ou enfin, tout ce qui est dans fermentation lactique? Est-ce que En fait, le kéfir, il a les deux. Oui, voilà, ok. Donc, soit on utilise les grains de kéfir pour faire du kéfir avec la version lactique, en fermentation lactique, ou en fermentation alcoolique alors. Non, en fait, tu as les deux fermentations en même temps. Ah d'accord, ok. Merci. Par exemple, tu as toujours et la fermentation lactique et la fermentation alcoolique. Alors, la fermentation alcoolique, elle n'est pas très développée hein, parce qu'on n'a pas des, des teneurs d'alcool importantes, mais tu peux avoir les deux en même temps, en fait, en fonction des micro-organismes que tu vas ajouter. Ok, très bien, merci. Est-ce que c'est bon pour tous ces modes de conservation? Ou il reste des questions? Raya. C'est juste une question comme ça, parce qu'en fait, je me posais toujours cette question. Tu sais, dans les grandes surfaces, des fois, ils mettent un petit endroit où la date de limite, et il reste un Oui. jour, et les gens, ils achètent et congèlent. Ma question, voilà, ce que je voulais te demander, parce que tu vois vers quoi Oui. je ramène. Oui, Est-ce que, oui. Alors voilà, effectivement, c'est un gros risque. C'est un gros risque parce que ces produits, ils arrivent en fin de DLC. Ça veut dire que il y a eu un développement de micro-organismes dans ce produit, hein, et qu'il est bientôt impropre à la consommation. Donc, OK, on prend le produit, on va le congeler et on va le surgeler. Alors déjà, la première difficulté, c'est que c'est pas de la surgélation, c'est de la congélation, dans la mesure où tu mets ça dans ton congélateur à la maison, mais il a beau être à moins 18, le temps que ton produit passe de 4-5 degrés à moins 18, le temps va être long. Et donc, du coup, on n'a déjà pas une qualité de produit une fois congelé. Sur le plan organoleptique, on va pas du tout avoir la même chose. Et puis, surtout, le risque, il est à la décongélation. Parce que comme on a déjà un aliment qui est surchargé en micro-organismes, pour un peu qu'on le décongèle pas correctement, là, on va avoir une flambée au niveau des micro-organismes qui vont rendre le produit impropre à la consommation. Donc, c'est vraiment pas une chose à faire. et pourquoi dans ce Si vous cas-là, voulez on congeler n'interdit vous pas? des... Pourquoi c'est pas interdit? Ben, Parce que c'est quand même dangereux quand même. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui ont... Moi, j'ai remarqué beaucoup hein, quand on il faut les observe. informer, il faut les informer. Il faut les informer pour leur dire, quand vous prenez des dates courtes, c'est pour les manger tout de suite, c'est pas pour les congeler. Parce que si, c'est pas tant le fait de les congeler qui est risqué, c'est le fait quand on les De décongèle. décongeler, d'accord, ok. Ouais, le décongélation. Voilà, donc c'est vraiment pas conseillé du tout et ben, il faut en informer les gens justement. C'est notre travail, Voilà, ok. par Merci exemple, beaucoup. tu vois. Merci beaucoup, Faustine. Béatrice.
Oui, moi, c'était pour revenir sur les enzymes. Je me pose un petit peu les mêmes questions que Raya au début, parce qu'on avait vu les enzymes effectivement dans l'organisme, mais moins dans les aliments. Et en fait, je me demandais pourquoi ils étaient classés dans les facteurs d'altération, parce que tu en as parlé en disant qu'en fait, ils commençaient à prédigérer en quelque sorte l'aliment pour nous, Hmm. en commençant le travail d'hydrolyse. Et que du coup, nous, quand on le consommait, ça allait un peu faciliter justement ce travail de digestion. Donc ça semblait plutôt positif. Et ils produisent pas de toxines comme les micro-organismes. Donc en fait, Non. je comprends pas comment ils En altèrent fait, c'est parce que quand les enzymes, par exemple, on prend les lipases, parce que les lipases, c'est vraiment le plus embêtant, en fait, dans les aliments. Les lipases, quand elles vont agir, elles vont venir détacher les acides gras des triglycérides, par exemple. Et ces acides gras, quand ils sont tout seuls, ils sont beaucoup plus sensibles à l'oxydation que quand ils sont accrochés à leur glycérol. Donc, du coup, le fait qu'on ait des acides gras qu'on appelle libres, eh bien, ça va entraîner une oxydation plus importante au niveau des lipides. Et ça, c'est plutôt négatif sur le plan organoleptique et puis aussi sur le plan nutritionnel parce que quand les acides gras s'oxydent, ils sont abîmés, donc ils vont pas jouer leur rôle d'acide gras quand on va manger l'aliment. Hmm, d'accord. Tu vois? Donc oui, je comprends ce que tu veux dire. Parfois, ça peut être un point positif, mais parfois, ça peut être un point négatif. Et justement, tout ce que vous devez acquérir en termes de compétences, c'est savoir dire, est-ce que là, on est dans une situation où c'est plutôt positif ou c'est plutôt négatif, ces enzymes? Et Tu de vois? manière générale, en fait, est-ce qu'il y a des aliments dans lesquels elles sont plutôt Alors, de manière positives ou générale, négatives? là où ça pose problème, c'est quand on a des produits qui se conservent longtemps, type les surgelés. Sur la réfrigération, ça pose pas de souci parce que les temps de conservation sont courts, donc les enzymes, elles n'ont pas le temps de faire leur effet, entre guillemets. D'accord? Parce qu'il faut aussi qu'elles soient dans des conditions favorables, les enzymes. Hein, des conditions. Alors, ce n'est pas des micro-organismes, mais pour qu'elles fassent les réactions le mieux possible, ben, la température, ça joue un rôle, par exemple. Donc, voilà. Donc, quand on a des choses qui se conservent très longtemps, la surgélation, là, les enzymes, elles vont jouer un rôle plutôt négatif parce qu'elles vont abîmer un petit peu les aliments. Quand c'est plus court, bon, là, c'est pas très gênant, en fait. D'accord. Et elles sont pas gênées par des températures très froides, contrairement Elles à sont la pas plupart détruites. des... Elles ne sont pas Ouais. détruites. Ok, mais elles Par continuent leur contre, elles sont travail même détruites par la chaleur. en... Ouais. Donc en surgélation, Les elles vont quand même pouvoir continuer leur travail, en fait. Ben oui. Ouais. Ok. Mm, mm. Les enzymes, c'est des protéines, hein. Donc voilà, donc protéines, chaleur, hop, ça va les dénaturer, donc elles vont plus fonctionner. Ok, merci. Mais celles qui sont dans les aliments, pas les nôtres, hein. Concetina. Oui, alors moi, je ne sais pas si c'est parce que j'ai eu une absence ou est-ce que ça n'a pas été évoqué. Euh, il m'a pas semblé avoir entendu parler de la fermentation acétique. Ou alors, Oui, alors parce qu'en fait, la c'est pas fermentation important. acétique, ça sert juste à fabriquer du vinaigre. D'accord. Donc voilà, Ok, merci. c'est plus anecdotique, on va dire. Alors, on va juste faire, parce que voilà, on arrive déjà bientôt à 16h, 16h30, et je sais qu'il y a des gens qui doivent partir. Allez, je vous montre deux, trois petites étiquettes, et puis vous me dites si c'est une DDM ou si c'est une DLC. Léa, Alors ça, c'est une DDM parce que c'est écrit pour de préférence. Ah, voilà. Donc, effectivement, à chaque fois qu'on vous direz quelque chose, vous devrez dire pourquoi. C'est-à-dire, vous devez justifier votre réponse. D'accord? Donc, comme Léa, elle vient de faire, c'est une DDM parce que il est noté à consommer de préférence avant le. Et donc, ça nous indique que c'est une DDM. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que ça veut dire DDM? Raya, sans regarder. Le micro. Alors, j'arrive. Date de durabilité euh, DDM. Je sais plus. Là, j'ai un trou là. Wilson. C'était bon le début, Durabilité. hein?
Date de durabilité, On donne la parole à M. Wilson. Allez. Minimal, du coup. Minimal, c'est ça. Date de durabilité minimale. Ça marche. Allez, celle-là. Marie. Alors, j'avais laissé la main levée. Je pense Ah, que dommage. je pense que c'est sous atmosphère. Comme je vois que c'est sous atmosphère protectrice, je pense que c'est une DLC. Alors, non, alors, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Sous atmosphère protectrice, on pourrait aussi avoir quelque chose qui est surgelé, par exemple, hein. C'est pas impossible. D'accord? Donc, ça nous donne une indication, mais ça ne va pas venir justifier notre réponse. Donc, tu as raison, c'est une DLC, mais la justification, ça va être quoi? Caroline. C'est écrit à consommer jusqu'au. Voilà, donc ça, c'est la justification qui nous dit que c'est une DLC. Et maintenant, la question subsidiaire, que veut dire DLC? Concettina. Date limite de consommation? Date limite de consommation. Voilà, donc là, vous avez des exemples. Vous voyez qu'effectivement, sous atmosphère protectrice, c'est noté, et ça, c'est une obligation, hein, de le noter. Celle-là, Léa. Alors pareil, c'est une DLC, puisqu'il y a écrit à consommer jusqu'au. Donc là, c'est vraiment la date limite de consommation. Date limite de consommation, donc au-delà du 28 juillet. Et d'ailleurs, vous voyez qu'il n'y a même pas l'année. C'est normal, c'est parce qu'en fait, les dates limites de consommation, c'est des dates très courtes, hein. Sur les produits laitiers, ça doit être des dates d'une quinzaine de jours ou maxi 3 semaines. Donc, du coup, on n'a même pas besoin de mettre l'année, puisqu'en fait, on est sur des informations qui nécessitent juste de donner le jour et le mois. Ça suffit. Allez, la dernière. Concettina? Je dirais c'est une DDM parce qu'il est indiqué à consommer de préférence avant la Voilà. fin Et de voilà. Et l'année en plus, à 2016. consommer de préférence, voilà, on a avant fin, donc c'est une vieille étiquette, hein, décembre 2016. Euh, Vous voyez que là, à l'inverse de celle d'avant, on n'a même pas mis le jour. C'est-à-dire qu'on a dit qu'on n'est pas à un mois près en termes de DDM et qu'on donne juste une information avant fin décembre de l'année. Donc l'expression des dates elle-même est différente puisqu'on n'a pas besoin dans les DDM d'avoir autant de précision que quand on va évoquer une DLC. Sur le produit précédent, c'était typiquement le type de produit dont je parlais au début, où passer le jour, tu peux le consommer encore un peu après. Enfin, sous ta responsabilité, je veux dire. Sous ta Voilà, responsabilité sous ta propre, je veux dire à 3 jours, responsabilité trois, de quatre père jours de près. famille. Oui, oui, Mais, bah, oui, oui. Après les DLC sont pas là pour rien. Maintenant, il est clair qu'il y a quand même un travail, toujours pour les raisons de gaspillage, hein, il y a quand même un travail de réflexion faite sur ces dates de péremption pour sans doute faire quelques modifications sur certains produits. Voilà, c'est un travail qui est en cours, hein. Il faut attendre que le, comment est-ce qu'on appelle ça, les gens qui font les réglementations, etc., aient approfondi le sujet jusqu'au bout. Mais on aura très certainement quelques changements, et peut-être sur les yaourts, par exemple. Oui. Mais pour l'instant, c'est encore comme ça. ouais, parce que moi j'ai vu, il y a des sites carrément qui listent produit par produit, s'il y a une DLC ou une autre, le temps que tu peux dépasser. C'est-à-dire que passer la DLC, tu peux encore le consommer pendant 15 jours, pendant une semaine, voilà. J'ai vu qu'il y a des sites comme ça qui existent en disant oui, mais ça, Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que eh c'est ben, juste? c'est Est-ce toute que la c'est question. C'est pour correct? ça que je te posais la question. Voilà, donc en fait, nos références à nous, alors je viens conscience que quand on est un consommateur, on va chercher son information où on veut, hein. Mais nous, en tout cas, en tant que professionnels, les seuls organismes auxquels on doit se référer,
eh bien, c'est la Direction générale de la consommation, concurrence, répression des fraudes. Ce sont donc les services de l'État et notamment la Direction générale de l'alimentation qui émettent justement toutes les réglementations et notamment ces histoires de dates. Et bah, c'est à eux à qui on doit se référer en fait, hein. Le reste, c'est pas prouvé, il y a pas de réglementation. C'est quand même quelque chose qui, en termes de sécurité sanitaire, pose question. Alors après, voilà, les gens, ils disent ce qu'ils veulent, hein, mais moi, je serais quand même assez méfiante sur ce genre de site. Mais c'est pour ça que Après, c'est intéressant on peut d'avoir aller ton voir sur éclairage collègues, parce qu'on hein. entend beaucoup de choses et parfois tu sais pas trop, tu sais plus trop qui croire, quoi. Donc, tu vois, typiquement, il y a plein d'informations qui circulent, démêler le vrai du faux Eh et ben justement, dans quel c'est objectif notre c'est. travail. Voilà. Justement, c'est notre travail. Et quand je vous parlais d'esprit critique en introduction, c'est exactement ça. C'est de dire, OK, il y a plein d'infos. Allons voir, parce que c'est important d'être au courant. Et puis, allons voir, sourçons ces informations, allons voir d'où elles viennent. S'il n'y a pas de source, si ça tombe comme ça du ciel, c'est pas déjà, c'est pas sérieux parce que les gens devraient pouvoir argumenter sur, je dis que les yaourts, ils peuvent encore se conserver, je dis n'importe quoi, j'en sais rien, hein, 15 jours de plus au-delà d'ADLC, ok, donne-moi l'argument, donne-moi la source, dis-moi où tu as trouvé ça, et puis moi je vais aller voir, je vais étudier les documents, etc. Et puis je me ferai ma propre idée avec mes connaissances. Alors, bien sûr, en tant que diététicien, on est certainement plus armé que le simple consommateur, mais notre travail, c'est aussi après de faire passer les messages parce que ça peut être dangereux, en fait, ce genre de site. Hein. Admettons que si c'est des gens qui racontent n'importe quoi, c'est dangereux. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont manger des aliments, peut-être, et qui vont se mettre en danger. Bon, alors, il faut faire attention. C'est pas rien. Ok, bon, alors, on arrive un petit peu au terme du cours. Je vous ai mis donc page 13, ce que j'appelle les autres procédés de conservation. Alors, c'est juste pour votre information personnelle, parce que ces modes de conservation-là ne sont pas inclus dans le référentiel du BTS dans lequel on liste les modes de conservation que vous devez connaître et étudier. Mais par contre, je vous les ai quand même mis pour information parce que c'est des modes de conservation dont on va parler au fur et à mesure avec certains aliments. Par exemple, on parlera de l'ionisation quand on parlera des pommes de terre, on parlera de la salaison quand on parlera des charcuteries, on parlera des additifs quand on parlera des aliments ultra transformés, etc. Donc, je vous ai quand même fait une petite liste succincte avec quelques informations. Et puis, vous avez enfin deux documents, ben, les sites que je vous ai déjà un petit peu conseillés pour certains d'entre eux. Je vous conseille vraiment, si vous ne l'avez pas vu, le premier qui est listé, qui est l'émission de Egal M6, parce que là, pour le coup, on vous montre l'impact de la décongélation sur le développement des micro-organismes. C'est quand même assez sidérant. Et puis, donc, sur le campus, vous avez deux exercices à faire pour vous familiariser avec les différents modes de conservation, pour les comparer entre eux. Donc, vous avez l'énoncé et puis vous avez un document avec la correction. Si jamais vous avez du mal avec la correction, eh bien, vous me faites signe, hein, je répondrai volontiers. Et puis, si jamais vous voulez vraiment en reparler, eh bien, on peut se connecter un petit quart d'heure avant la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, on a un cours sur les produits sucrés. Donc, vous me direz à ce moment-là, et puis on pourra se connecter un quart d'heure avant si certains ont des questions. Mais vous me le redites, hein, je ne me connecte pas un quart d'heure avant de façon naturelle. Vous me le dites si vous avez besoin qu'on le fasse. OK, ça va comme ça? Donc, la semaine prochaine, on se retrouve pour le cours sur les produits sucrés. Je vais vous mettre à disposition sur campus les documents ce soir. Comme ça, vous avez la semaine pour les regarder. Il y aura une ou deux vidéos à regarder. Et puis, donc, là, on va rentrer dans le vif du sujet des groupes d'aliments. On parlera donc du sucre, du chocolat, des confitures, du miel, etc., etc. Bonne soirée à toutes et tous. Pardon, Wilson.
Et puis, à la semaine prochaine. Merci. Merci. À la Au semaine revoir. Soirée à tous. Au Merci. revoir. Bonne journée. Bonne journée. Au Merci. revoir. Bonne soirée.